Très bien, bienvenue aux informations. Aujourd'hui, nous allons commenter d'abord le plus essentiel. C'est que Kimi2 Thinking est un modèle ouvert de Moonshot, une entreprise chinoise conçue comme un agent qui réfléchit et ne se limite pas à écrire du texte, mais planifie étape par étape et utilise des outils par lui-même. En pratique, il peut enchaîner entre 200 et 300 appels d'outils sans notre intervention, ce qui lui permet d'aborder des tâches très longues et complexes sans se perdre. L'architecture soutient cette ambition. C'est un mélange d'experts totalisant 1 million de paramètres, mais avec 32 milliards actifs à chaque étape. Il fonctionne avec une fenêtre de contexte de 256 000 tokens, suffisante pour ingérer en une fois l'équivalent d'un livre volumineux. Il peut désormais être utilisé en mode chat et en activant le mode pensée avec l'icône correspondante, ainsi que via son API. De plus, ils ont publié les étapes ouvertes, ce qui nous permet de l'obtenir et de l'exécuter localement si nous disposons du matériel nécessaire. Les résultats? Les chiffres sont impressionnants. Dans les tests de raisonnement et de recherche avec agents, Chemistry 2 surpasse des modèles comme GPT-5 et Claude 4.5, tout en restant très compétitif en programmation. Dans l'examen Human Dignity, une évaluation expert difficile, il atteint 44,9% avec des outils de navigation web et 60,2% au benchmark BrowseCamp, bien au-dessus de la référence humaine de 29,2%. Dans la créativité écrite, il se classe également en tête de l'UQ Bench 3, confirmant que penser à voix haute et utiliser des outils améliore la précision quand plus de tokens sont consacrés à la réflexion avant de répondre. Voyons comment il résonne. Kimi2 Thinking alterne des phases de planification, d'action, de vérification et de réflexion. C'est ce qu'on appelle la pensée intercalée. Après chaque bloc d'étape, il révise le travail fait, compare avec l'objectif et ajuste sa direction. Dans un exercice de mathématiques doctorale, il a suivi un cycle d'analyse, recherche du papier clé, raisonnement, rédaction, exécution de code Python, vérification et détection d'erreurs. Et après 23 itérations entre réflexion, recherche et programmation, il a trouvé la solution. Ce même modèle s'applique au code et aux tâches de développement, transformant les idées en produits complets en invoquant des outils de façon autonome. Il existe des exemples concrets créés à partir d'une seule instruction. Un clone fonctionnel d'un traitement de texte web avec interface et menu, une ressource interactive expliquant visuellement la descente de gradient, une simulation en temps réel d'un virus attaquant les globules blancs, ou même la génération musicale par codage en direct dans Straddle. L'essentiel est que le modèle ne fait pas que générer, mais organise des flux de travail de développement complets. Face à des objectifs complexes, il maintient sa persévérance devant un casse-tête exigeant d'identifier une personne répondant à plusieurs critères très spécifiques. Par exemple, un passage dans la NFL, un rôle précis comme gardien de prison dans un épisode particulier, il a décomposé le problème, testé diverses tactiques, changé d'approche après un échec et enchaîné une trentaine de requêtes pour proposer une solution raisonnée. Le processus révèle à la fois son insistance et une nuance importante. Ces agents, même très puissants, peuvent en prendre des raccourcis s'ils jugent qu'une réponse assez bonne atteint l'objectif sans vérifier l'indice le plus fin. Ils ont aussi affiné l'écriture générale. Comparé à sa version précédente, il suit mieux les instructions, manie le style avec plus d'aisance et offre plus de profondeur. La vitesse est un autre atout, car normalement quantifier des modèles pour les accélérer détériore justement ce dont les agents ont besoin, les longues chaînes de raisonnement. Ici, l'équipe a entraîné le système avec conscience de quantification pour utiliser l'INT4 natif, doublant presque la vitesse sans perdre les performances mentionnées. Le coût d'accès est agressif, mais Kimi2 Thinking reste bien moins cher que les options fermées connues, environ moitié prix par rapport à GPT. Nous l'avons pour 20 $ par mois, et aussi, bien sûr, au niveau technique, c'est également valable. En fait, dans les chaînes de travail à multiples étapes, il excelle particulièrement quand on a besoin qu'il réfléchisse longtemps et combine des actions. Et globalement, notre conclusion est que Kimi 2 est aujourd'hui un modèle ouvert qui est leader en raisonnement, recherche avec agent et exécution autonome de tâches complexes. Pour nous, c'est la première fois qu'on voit un système capable de travailler pendant des heures avec des centaines d'outils, tout en maintenant le cap vers ce cycle continu de planifier, agir, vérifier et ajuster. Et c'est ça qui fait la différence. Eh bien, il y a 3 jours, c'était la conférence Tesla où Elon Musk et d'autres participants ont présenté les futurs projets de l'entreprise. Concernant Tesla Optimus, on a appris hier que ces robots sont désormais réels, sans câble, et qu'ils circulent déjà au siège d'ingénierie 24h24, retournant se recharger seuls. Elon Musk l'a expliqué depuis son bureau, et l'ambition est énorme. Optimus est présenté comme le plus grand produit de tous les temps, avec une demande personnelle et industrielle, 3 à 5 unités industrielles pour chaque unité domestique, pouvant atteindre potentiellement des dizaines de milliards. L'accent a été mis sur la sécurité et un avenir souhaitable. Le plan de production prévoit une première ligne d'1 million d'unités à Fremont, puis 10 millions par an pour atteindre ultérieurement 100 millions annuellement. Il a été affirmé qu'Optimus peut stimuler une économie bien plus importante, permettre une médecine de haute précision plus exacte que le meilleur chirurgien humain,
et, à terme, offrir des services comme la surveillance et autres. 3 défis ont été identifiés que presque personne ne résout simultanément: la main, l'avant-bras et l'intelligence artificielle appliquée au monde réel et à la production de masse. Tesla affirme maîtriser les 3 et la ligne actuelle d'Optimus est artisanale pour les prototypes. La production à grande échelle sera entièrement automatisée avec un rythme stable d'environ 1 million d'unités par an. Les coûts baisseraient à un niveau qui serait abordable selon le calendrier prévu. Ce qui a été montré est la version 2.5 et la version 3 arrivera l'année prochaine avec un grand bond en design et capacité. La version 4 entre en production en 2027 et la version 5 en 2028. L'objectif historique d'accélérer l'énergie durable vers une abondance soutenable a été mis à jour, visant un futur où chacun accède aux biens, services et soins médicaux sans nuire à la nature. Dans ce cadre, toutes les Tesla sont conçues pour être autonomes et avec la version 14, on atteint un point où écrire des messages pendant que la voiture conduit serait possible si les statistiques de sécurité le permettent. Aujourd'hui, il faut encore surveiller la route et cette décision sera réévaluée après analyse des données dans 1 à 3 mois. Il prévoit aussi de présenter le Cybercab, un taxi-robot sans pédale, volant ni rétroviseur, optimisé pour un coût minimal par kilomètre, avec production prévue pour avril prochain. La méthode de fabrication s'apparente davantage à l'électronique grand public qu'à l'industrie automobile traditionnelle. En plus, il progresse également un peu dans le développement de puces d'intelligence artificielle. L'AI5 a été présenté conçu sur mesure pour les réseaux Tesla avec une consommation estimée à 1/3 de NVIDIA Blackwell, des performances comparables et un coût inférieur à 10% grâce à sa focalisation sur l'inférence avec opérations entières sans contrainte de compatibilité générale. La fabrication est prévue à Taïwan, chez Samsung en Corée, en Arizona, au Texas, et l'AI6 est déjà en développement, visant à doubler les performances en moins d'1 an avec le même processus. Mais l'approvisionnement externe ne suffirait pas aux besoins. C'est pourquoi ils envisagent de construire leur propre usine à échelle colossale, une téra-usine de puces incluant mémoire et packaging. Il a été souligné que les puces et l'énergie constituent les principaux goulots d'étranglement. Différents modèles S3, X-Sigla et le Cybertruck ont aussi été présentés avec une mise en avant de sa résistance et autres caractéristiques. Plusieurs objectifs ont été fixés, affirmant qu'après avoir atteint une fiabilité supérieure à l'humain en conduite autonome, il faut accélérer la production avec un objectif de croissance d'environ 50% d'ici fin d'année prochaine, pour un rythme annualisé de 2,6 à 2,7 millions de véhicules. Concernant le coût par kilomètre, il semble possible de descendre sous 0,20 dans les conditions actuelles avec beaucoup d'efforts. Descendre sous 0,50 serait déjà très bien, et environ 0,30 a été considéré comme idéal selon les calculs mentionnés. L'idée d'utiliser les voitures garées comme réseau d'inférence distribué a été proposée, avec l'accord des propriétaires, générant ainsi des revenus passifs. Un chiffre mensuel indicatif a été cité, créant une capacité distribuée gigantesque si la flotte évolue avec les futures puces. Pour conclure, l'idée centrale est que nous entrons dans une nouvelle ère pour l'entreprise visant l'abondance durable, une conduite autonome plus sûre que l'humain sauvant des vies, et un déploiement accéléré de robots et d'énergie transformant l'échelle économique. Très bien, aujourd'hui nous allons parler d'un tournant majeur. Lors de l'Assemblée des actionnaires de 2025, Elon Musk a présenté les nouvelles capacités de l'Optimus Gen 3. Ce n'est plus un concept, il se déplace dans les bureaux de Tesla, se recharge seul et effectue des tâches humaines avec précision, du pliage de vêtements à la manipulation d'ustensiles, en passant par le tri des déchets. Il nettoie les surfaces, se déplace sans fil ni opérateur et manipule des objets délicats comme un œuf ou des grains de popcorn. Il a aussi démontré un contrôle corporel avec des mouvements d'arts martiaux prouvant son équilibre avancé, et on le verra même danser pendant la conférence. Cette stratégie repose sur une idée simple. Les humanoïdes effectuent la majorité du travail physique à bas coût et en continu, faisant ainsi chuter le prix des biens et services. L'approche évoque une abondance durable avec une croissance économique mondiale potentielle décuplée, rendant les besoins essentiels plus abordables et réduisant la pauvreté. Concernant ses capacités, on souligne que le robot apprend par observation. Tesla applique sa philosophie de réseaux neuronaux de conduite autonome au corps du robot, lui permettant de voir, comprendre et agir dans un flux unique, entraîné par vidéo en première et troisième personne avec simulation pour les cas rares ou dangereux. Cette méthode a permis des progrès rapides. Il plie les vêtements avec adresse, module sa force pour ne pas casser un œuf et manipule des objets lourds efficacement. Tout fonctionne automatiquement en temps réel. Au niveau matériel, le grand défi réside dans la main et l'avant-bras, selon eux. Cette partie est considérée comme l'élément électromécanique le plus complexe du projet. L'objectif de dextérité humaine exige des capteurs de pression et tactiles sur chaque doigt, un contrôle de force en temps réel et plusieurs degrés de liberté. La configuration annoncée pour
pour Gen 3 vise 22 degrés de liberté pour la main, 3 pour le poignet et l'avant-bras, soit 25 par main, avec des doigts capables d'adapter leur force à chaque objet. C'est justement à cause de la complexité des manipulateurs que des révisions ont été nécessaires. Des problèmes de surchauffe et de cycles trop longs ont forcé la refonte des actionneurs, coïncidant avec le départ du responsable robotique qui supervisait la mécatronique. Tesla présente cela comme une phase de révision d'ingénierie, mais le marché y voit un signe que la production de masse nécessite encore des ajustements. Dans le calendrier des sorties, le robot présenté en 2025 est décrit comme version 2.5 avec Gen 3 prévu en production en 2026, Optimus 4 pour 2027 et Optimus 5 pour 2028, avec des améliorations annuelles en mécanique, matériaux et IA, suivant un cycle de production type smartphone. De plus, une intégration avec Neuralink est envisagée, l'entreprise ayant déjà démontré le contrôle d'un curseur par la pensée chez l'humain et prévoit d'adapter cette interface de contrôle à Optimus. L'idée n'est pas de commander chaque articulation en pensant « prends la tasse ou range la boîte », mais que la puce lise l'intention, que l'IA génère le plan et que le robot exécute en ajustant trajectoire et force. On mentionne aussi l'objectif d'une rétroaction bidirectionnelle, entrer dans le corps du robot, voir par ses caméras et ressentir pression, température ou vibration via l'interface. La possibilité d'intégrer ou d'approcher des aspects de conscience à un corps robotique dans les décennies futures fait même partie des spéculations à long terme. En attendant, la première approche pratique reste l'assistance aux personnes handicapées, via le contrôle et la sensation à distance. Le positionnement économique se renforce avec la promesse d'un coût cible de 24 000 $ par unité et un prix de vente entre 20 et 30 000. Des voix critiques situent le coût réel bien plus haut, parfois à des ordres de grandeur supérieurs, ce qui limiterait le marché. La réponse du projet est que la production de masse et l'intégration verticale devraient réduire les coûts avec le temps, visant même à descendre jusqu'à 10 000 par unité à l'avenir. D'accord, le plan repose sur des usines adaptées aux grands volumes, l'intégration de batteries, d'électronique et d'informatique propres, des chaînes d'approvisionnement établies et l'expérience réduisant les coûts dans le secteur des véhicules électriques. Pour Optimus, le plan va au-delà de la fabrication. La vision est de l'intégrer pleinement dans l'écosystème Tesla. En résumé, nous présentons un robot qui se déplace déjà de façon autonome chez Tesla, apprend par observation, manipule objets fragiles et lourds avec la même plateforme et vise une production en millions d'unités à coût réduit. L'objectif est d'accélérer vers une abondance durable grâce au travail automatisé, en développant la dextérité manuelle, en renforçant l'IA dans des environnements complexes et en déployant une production massive. Parallèlement, d'autres acteurs élèvent les standards en mouvement naturel, interaction humaine et applications spécifiques. Le succès dépendra de la capacité à transformer ces actions en opérations quotidiennes, maintenir le rythme d'innovation annuel et atteindre les objectifs de coût et de volume proposés. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un obstacle fondamental des modèles actuels, l'oubli catastrophique. Ce phénomène survient quand un système apprend quelque chose de nouveau et, ce faisant, perd en précision sur ce qu'il savait déjà. Et justement, les modèles actuels peuvent être réentraînés, certes, mais ils n'ont pas la capacité d'intégrer l'expérience en continu sans altérer l'acquis. Ils fonctionnent comme si on effaçait l'état précédent pour tout réajuster depuis zéro. Pendant des années, nous avons vu d'énormes progrès dans les architectures et algorithmes d'optimisation, mais cet aspect reste non résolu, car la mémoire de ces systèmes se limite à ce qui a été fixé lors du pré-entraînement et à ce qui entre dans la fenêtre contextuelle à chaque utilisation. Il n'existe pas de gradient solide entre le passé lointain et ce qui se produit en temps réel. Quand on compare cela au cerveau humain, on constate une différence structurelle évidente. Notre cerveau dispose de rythmes de mise à jour différents et d'une neuroplasticité, capable d'ajuster chaque partie à des vitesses variables selon le type d'information. Grâce à cela, nous restons ancrés dans l'instant présent. Et si le cerveau n'avait pas cette capacité, ce serait comme vivre dans un état similaire à l'amnésie antérograde. Ce qui est surprenant, c'est que les LLM se comportent de façon très similaire dans ce cas extrême. Soit ils s'en souviennent par mémorisation durant la phase d'entraînement, soit ils n'existent que dans cet instant sans réelle capacité de consolidation. Ici, dans la proposition que nous analysons, l'apprentissage imbriqué présenté par Google conçoit un modèle non comme un processus d'optimisation unique, mais comme une structure de multiples processus d'apprentissage organisés en niveaux, chacun avec sa propre fréquence de mise à jour. Au lieu d'un empilement plat de couches apprenantes au même rythme, on l'envisage comme des systèmes intégrés qui apprennent simultanément mais à des vitesses différentes. Dans cette vision, l'architecture et le processus d'ajustement des paramètres ne sont pas des concepts indépendants. La proposition affirme que les deux forment un même système. Modèle, couche, attention, feed-forward, même l'optimiseur, tous sont des mécanismes de mémoire associative qui ajustent leur état selon la nouveauté des données,
Cette lecture transforme tout en un système transparent et cesse d'être un processus externe qui opère sur le modèle pour devenir partie du modèle même. Cela ouvre la porte à réinterpréter des améliorations connues comme forme de mémoire associative, incluant la normalisation de l'espace d'optimisation ou le préconditionnement des gradients. Sur le plan architectural, cela se traduit par un système de mémoire continue qui définit des blocs avec différentes fréquences de mise à jour, créant un spectre au-delà du simple court ou long terme. Un bloc peut être actualisé à chaque étape, un autre tous les quelques pas, et d'autres à des intervalles encore plus espacés. Sur cette base, ils ont développé un modèle appelé Hope, construit sur une architecture à mémoire chargée nommée Titans. Titans gérait déjà la mémoire à long terme, mais seulement avec deux fréquences, une rapide et une lente. Hope étend ce concept à une chaîne ouverte de couches pouvant avoir autant d'échelles d'apprentissage que nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à deux. Cette conception permet au modèle d'affiner non seulement sa représentation, mais aussi sa propre façon d'apprendre. Cela signifie qu'il s'auto-ajuste via son propre algorithme de mise à jour et ne manipule plus seulement les poids, mais modifie aussi comment ces poids sont actualisés. Le résultat est sa propre boucle de rétroaction. Dans les tests linguistiques, les mesures de perplexité et les évaluations de raisonnement, ce design surpasse les outils standards grâce à l'apprentissage imbriqué visant à fusionner le modèle et l'algorithme d'entraînement en une structure unique. Pour nous, cela signifie qu'on tente de combler l'écart entre systèmes rigides et systèmes qui retiennent l'expérience comme le cerveau humain. On ne parle pas d'une simple expansion de capacité, mais d'un système où différentes parties apprennent à des vitesses variables pour préserver l'expérience sans perdre en adaptabilité. Bien que cette recherche débute à peine, les premiers résultats suggèrent un vrai pas vers des modèles qui, au-delà d'accumuler des paramètres, peuvent évoluer continuellement sans effacer l'acquis. Très bien, commençons avec Gemini et sa fonction dans Canvas pour les présentations. Maintenant, nous pouvons lui demander de créer des présentations comme nous le voyons et les exporter directement vers WebSlides en un clic. Par exemple, si on demande une présentation sur l'impact de l'intelligence artificielle ou autre chose, Gemini active Canvas et génère un document avec plusieurs diapositives. Il y a aussi une astuce pratique. Quand on part d'un PDF, si on télécharge un document ou rapport et qu'on demande directement une présentation, il peut répondre qu'il est limité au texte. Cependant, si on demande d'abord un résumé du PDF, puis dans une autre conversation, une présentation Google basée sur ce résumé, on peut y arriver, d'accord? Aussi, d'autre part, nous avons nous avons le Deep Research dans le chatbot Gemini, une fonction que Google a étendue. En plus de rechercher sur le web, vous pouvez créer des rapports en consultant vos emails et documents Google Drive directement dans l'interface. En activant la recherche approfondie, nous voyons l'option pour télécharger des fichiers et un sélecteur de sources où nous choisissons d'utiliser les résultats Google ou d'intégrer Gmail avec Drive ou de limiter à une seule source. On peut tout activer ou garder un minimum, mais il faut toujours au moins une source de recherche pour générer le rapport. Ce contrôle par source nous permet d'ajuster la portée. Web uniquement, Drive uniquement, combiné avec email ou même inclure le chat comme source. Passons maintenant à Notebook LM, où l'utilité se multiplie grâce à la variété des formats qu'il traite désormais. En plus des PDF, il peut maintenant traiter les feuilles de calcul importées depuis Google Drive. Cela ouvre la porte au cas où les données se trouvent dans des tableaux. Par exemple, une feuille contenant près de 2000 entrées. Lorsque vous l'ajoutez, un avertissement peut apparaître indiquant que la source est vide, comme s'il n'y avait pas de contenu, mais vous la verrez quand même dans l'aperçu. En pratique, même s'il affiche des messages alarmants lors du téléchargement de la source, il répond avec des analyses utiles. Le plus puissant est de combiner ces données avec des textes d'autres sources pour générer des contenus plus pertinents, comme des rapports ou résumés, vidéos, audio, directement dans le studio. Dans le studio, il y a un autre détail qui facilite notre travail. Nous pouvons récupérer l'invite de personnalisation avec laquelle nous avons généré chaque élément. Dans les nouvelles générations, l'option « Afficher la demande » apparaît et nous voyons exactement quelles instructions nous avons utilisées pour créer, par exemple, des quiz ou un résumé vidéo. Si quelque chose n'a pas particulièrement bien fonctionné, pas besoin de s'en souvenir, on le récupère et on le réutilise. Nous avons aussi ici le modèle vidéo de Flow qui se termine par une nouveauté Google. Ils nous permettent désormais de contrôler la caméra dans VO3 au sein de Flow. L'idée est simple mais puissante, d'accord? Dans une vidéo déjà générée, nous pouvons modifier la position ou le mouvement de caméra dans les démonstrations. On peut voir un plan d'une personne et faire orbiter la caméra en changeant entre différents angles de vue. Ces mises à jour offrent 3 avantages clairs: accélérer les présentations bien éditées dans Slide, étendre la recherche aux emails et documents personnels avec contrôle des sources, et ajouter l'analyse de données tabulaires dans Notebook LM. De plus, ajouter le contrôle de caméra aux vidéos déjà générées pour affiner la narration. Tout cela est prêt à être appliqué avec les étapes que nous venons de revoir. En réalité, il n'y a pas de grandes nouveautés ni de choses vraiment inédites, d'accord? Au final, le contrôle de la caméra est une fonction que d'autres modèles proposaient déjà. C'est vrai que la partie création de présentation est très intéressante et pouvoir importer un Excel l'est également. Bien, nous allons parler de Cosmos, et ceci
Qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un chatbot, ni un assistant de code. C'est un système conçu pour faire de la science de A à Z sans intervention humaine, développé par Microsoft. On lui donne un objectif et des données, scanners cérébraux, génomiques ou matériaux. Puis on lance, et pendant 12 heures, il fait uniquement de la recherche. Il lit environ 1500 articles, écrit près de 40 000 lignes de Python, exécute des analyses, teste des hypothèses et produit un rapport scientifique complet avec référence. Comment maintenir des recherches longues sans perdre le fil? Ce n'est pas un modèle unique, mais une coordination de centaines d'agents spécialisés. Certains lisent et condensent la littérature, d'autres planifient et analysent des données, d'autres programment et testent, et d'autres partagent une mémoire structurée. C'est un modèle du monde qui enregistre ce qui a été tenté, ce qui a fonctionné et ce qui reste à valider. En pratique, un laboratoire numérique où les parties communiquent et se mettent à jour continuellement. Les résultats initiaux n'étaient pas des simulations. Cosmos a réellement produit des découvertes en biologie, neurosciences et matériaux. Par exemple, en étudiant la baisse de température dans le cerveau, il a détecté que les neurones modifient leur métabolisme vers des voies de recyclage des nucléotides pour économiser l'énergie et un modèle qui correspond aux observations de laboratoire. En analysant les cellules solaires à perovskite, il a identifié qu'un excès d'humidité pendant le chauffage endommage le dispositif et relie la pression du solvant à la chute de courant, un modèle que les humains n'avaient pas remarqué. Pour la connectivité cérébrale, il a comparé des données de diverses espèces, des insectes aux humains, et a conclu que l'organisation des connexions suit des distributions log normales avec des relations quantitatives entre longueur neuronale et nombre de synapses qui se répètent entre espèces. En cardiologie, il a lié la protéine SOD2 à la protection contre la fibrose, avec des ajustements qui correspondaient presque exactement aux analyses humaines. En génétique du diabète, il a priorisé des variants selon ses critères mécanistiques et identifié un variant lié à la régulation d'un gène impliqué dans la réponse au stress cellulaire et insulinique. Pour l'Alzheimer, il a appliqué une régression segmentée sur la pseudotemporalité cellulaire pour localiser quand les neurones perdent leur support structurel après l'accumulation de protéines toxiques. Au-delà de ces exemples, l'ampleur du travail impressionne, un seul bloc de 12 heures équivaut à plusieurs mois de recherche humaine. Des experts indépendants ont validé environ 8 affirmations scientifiques sur 10, avec des documents ressemblant à des manuscrits préliminaires incluant graphiques, statistiques et citations. L'expérience rappelle la lecture d'un chercheur novice, sauf que celui-ci peut exécuter des centaines d'expériences consécutives. Toutefois, il n'est ni infaillible ni polyvalent. Leurs meilleurs résultats ont été obtenus sur un navire avec des scientifiques dans la boucle. Les gens définissent d'objectifs et données, Cosmos fait le travail difficile, puis les humains décident ce qui mérite suivi. Il a plus de difficultés avec des données désordonnées ou non étiquetées. Il n'accepte pas d'instructions en cours d'exécution et ne gère pas les fichiers de plus de 5 gigaoctets ni certains formats de données brutes. Le goulot d'étranglement clé est le jugement. Distinguer ce qui est vraiment significatif de ce qui est juste statistiquement correct. Malgré ses limites, c'est un tournant, car pour la première fois, nous observons une recherche autonome avec des résultats vérifiables. Sous le capot, 2 idées lui donnent de la solidité. La première est la mémoire partagée, qui évite les oublis et répétitions inutiles sur des centaines d'étapes. Et la seconde est la traçabilité. Chaque affirmation dans leur rapport peut être tracée jusqu'au code qui la génère ou au passage exact de la littérature qui l'appuie. Ce n'est pas une boîte noire, ici on peut suivre chaque fil et voir comment la conclusion a été atteinte. Donc, l'essentiel est le changement de rythme. Des revues qui prenaient des mois finissent en heures et des projets de plusieurs années se réduisent à quelques mois. Ça n'élimine pas les scientifiques, ça les renforce. Nous fixons la direction et validons. Le système se charge de lire, programmer et tester à grande échelle avec transparence et limites bien définies. Nous avons déjà une méthode où l'IA n'assiste plus le processus mais devient le processus de découverte lui-même. Alors, que pensez-vous de cet outil présenté par Microsoft, Cosmos et surtout de tous ses résultats? Non. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des découvertes dans le back-end de ChatGPT, dans le JavaScript servi depuis le CDN d'OpenAI, des références directes à des modèles comme GPT 5.1, GPT 5.1 Pro, GPT 5.1, Reasoning et autres ont été trouvés. Ces noms n'apparaissaient pas dans des discussions externes, mais dans des endpoints et des mappages du code du site. Quand de telles références apparaissent là, cela signifie généralement qu'ils sont testés en interne ou qu'ils seront bientôt activés publiquement. C'est cette apparition dans le code même qui a déclenché cette réaction. Et nous ne parlons pas de spéculation ou de support, mais de chaînes et valeurs dans de vrais bundles. Dans ces chaînes apparaît aussi une date pointant vers le 24 novembre, comme nous le confirme Mark Kretschmann. Cette
cette date pourrait être interne, mais le fait qu'elle soit codée là relie les noms des modèles et a fait croire à beaucoup que cela arrivera bientôt. Ce qui rend cette découverte encore plus intéressante, c'est le terme thinking et le nom GPT 1.5.5.1. Thinking est apparu comme les autres variantes. Ce terme suggère que ce modèle potentiel ne viserait pas simplement à accélérer la génération, mais à consacrer plus de calculs au raisonnement multi-étapes pour décomposer les problèmes et exécuter une planification plus délibérée. On a suggéré que ce thinking pourrait intégrer des budgets de raisonnement allouant plus de temps de calcul aux problèmes difficiles, comme une personne qui réfléchit plus longtemps avant de répondre à une question complexe. On a aussi suggéré des ajustements dans la gestion de contextes ambigus comme forme d'évolution, car on a vu des modèles avec des chaînes de pensée améliorées, mais tout cela reste évidemment spéculatif. Parallèlement à ces références internes, un autre élément a suscité encore plus de soupçons. Le modèle anonyme Polaris Alpha qui a commencé à apparaître sur OpenRouter. Beaucoup l'ont testé car il semblait surpasser les modèles GPT-4, puis on a remarqué que ce modèle anonyme n'apparaissait que là, comme d'autres variantes d'OpenAI auparavant, d'abord camouflées sur cette même plateforme. De plus, Polaris Alpha montre un comportement créatif et un raisonnement très proche de GPT-5 et GPT-5 Mini dans les analyses de clustering sur les benchmarks d'écriture et autres. D'autres indices étaient la vitesse et les limites d'utilisation. Les limites extrêmement élevées de Polaris Alpha sur OpenRouter ne correspondent généralement pas à de petites publications de recherche. On a aussi remarqué que son style visuel dans la génération d'UI ressemble à l'esthétique devenue courante dans les modèles récents d'OpenAI. Un autre élément contextuel est que pendant cette période, des améliorations d'efficacité ont été annoncées pour Codex et les limites d'utilisation ont augmenté pour plus, business, éducation et enterprise. Ces améliorations mentionnaient qu'un meilleur rendement GPU avait été obtenu. Cela a été interprété comme une possibilité que des ressources soient libérées pour un autre usage interne. Cette idée correspond à l'hypothèse qu'une autre ligne de modèle était prête à être testée en déploiement. De plus, cette chaîne GPT 5.1 Pro, Reasoning Base, dans le code rappelle la structure qui existait déjà avec GPT-4, avec Turbo et des variantes déployant différentes capacités pour différentes tâches. Un autre détail était quand des prompts ont été exécutés et des réponses affichées où le modèle s'identifiait lui-même comme un grand modèle d'un fournisseur inconnu. Et en même temps, une chaîne correspondant à la date limite de connaissance typique d'un modèle interne récent d'OpenAI était mentionnée. Donc si on relie les références exactes dans le code officiel, l'apparition des variantes Pro et Reasoning, la date fin novembre intégrée au site, le comportement de Polaris Alpha dans les benchmarks, le style de génération similaire au modèle récent et sa présence exclusive sur OpenRouter, comme déjà vu avant, tout indique que GPT 5.1 est en test et qu'une partie du public l'utilise déjà sans le savoir. Ainsi, ce que nous observons suggère que GPT 5.1 n'est pas une simple spéculation sans base technique, mais que les noms sont dans le code, les variantes Triton sont listées, les comportements apparaissent dans des tests réels et le schéma correspond au déploiement précédent. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes intéressé par le lancement de GPT 5.1 qui arrive très bientôt en même temps que Gemini 3. Voyons ce qui se passe.